Mes salutations et soyez les bienvenus. La police. Protéger et servir. En France, quand nous sommes enfants, nous apprenons que les policiers, les gendarmes, les adultes en uniforme bleu sont là pour nous protéger. Nous protéger des voleurs, nous protéger des violents et nous garantir de vivre dans une société en paix. C'est d'ailleurs pour cela que d'habitude, ils en sont les gardiens. Mais lorsque le pouvoir se sent menacé, alors nos gardiens de la paix se transforment en force de l'ordre. Et ça, c'est une réalité qui surgit à l'âge adulte, voire plus tôt, en fonction de votre situation sociale. Dès lors, on comprend que tous les voleurs ne sont pas punis, que ceux qui sont violents sont parfois ceux qui sont censés nous en protéger, et qu'au lieu de garantir la paix, ils sont les gardiens d'un système qui les utilise comme ultime rempart, dernier obstacle, entre un pouvoir foncièrement violent, injuste dans ses décisions, et un peuple en colère, alimenté par l'espoir en un avenir juste, sa principale ambition. Pour l'écriture de ce podcast, je me suis à nouveau penché sur l'un des principaux piliers de ma bibliothèque, à savoir le pouvoir, concept, lieu, dynamique. Un ouvrage de synthèse compilé sous la direction du professeur Jean-Vincent Olindre est disponible aux éditions Sciences Humaines. Dans cette véritable bible initiatique au mécanisme du pouvoir, l'article « Police, pouvoir, autorité » de Jacques de Maillard formera l'ossature de l'épisode. D'autres ouvrages et études viendront en renforcer l'anatomie. Nous commencerons par définir le rôle de la police, sa situation en tant qu'institution par rapport au pouvoir de l'État et ses rapports avec la population, que l'on définit souvent par monopole de la violence légitime, une notion développée par Max Weber, mais qui est incroyablement mal maîtrisée par ceux qui en font étalage sur les plateaux télé. Vous me direz que parler d'un sujet qu'on ne maîtrise pas est devenu une prérogative pour passer dans certains médias, et je vous répondrai, quel bien amer constat. Ensuite, nous parlerons du pouvoir de la police, puis du pouvoir dans la police. Et nous découvrirons quel paradoxe absolu se situe au sein de l'institution policière. Et de ce paradoxe, nous obtiendrons bien des éclaircissements sur les dérives, les injustices et le sentiment de défiance que les citoyens finissent par avoir envers ceux qui ont fait serment de servir leurs contemporains. Puis nous déterminerons quelle autorité la police a sur sa population, pourquoi elle est si conflictuelle et quelles en sont les raisons. Enfin, en prenant du recul, nous nous poserons la question. Et si les policiers, les agents de base, les hommes de terrain n'étaient que des travailleurs comme les autres, mais dont la mission peut devenir contraire à leur serment dès lors que d'autres travailleurs cherchent à défier le gouvernement ? Lorsqu'il définit l'État, voici ce qu'en écrit Max Weber. Une entreprise politique de caractère institutionnel lorsque, et en tant que sa direction administrative, revendique avec succès, dans l'application des règlements, le monopole de la contrainte physique légitime à l'intérieur d'un territoire géographique déterminable. Et, il précise, comme tous les groupements politiques qui l'ont précédé, l'État consiste en un rapport de domination de l'homme par l'homme, fondé sur le moyen de la violence légitime. De fait, la police est l'incarnation de ce pouvoir de l'État et d'une monopole de la violence sur sa population. En effet, imaginons que la police perde ce monopole. Que se passerait-il ? Plusieurs possibilités. Soit des habitants s'organisent, et cela donne des milices de quartier d'autodéfense citoyenne, soit des gens décident de jouer aux justiciers masqués. Et en fonction de leur patrimoine, on peut obtenir soit un Batman, soit un kick-ass. Soit encore, des bandes organisées parviennent à maintenir un climat propice à leurs affaires. Et la violence prend alors la forme d'un gang, ou d'une mafia. Vous l'aurez compris, dès lors que la police n'est pas en mesure d'assurer son monopole de violence, selon les lois de la société, pour assurer un cadre sécurisé à ses concitoyens, d'autres violences s'engouffrent dans la brèche. Mais leurs principaux intérêts sont de sécuriser leurs affaires, en dehors des lois de la société, quitte à faire vivre leurs concitoyens dans la plus profonde des terreurs. Mais cette violence légitime de la police ne doit s'appliquer justement que dans des situations dites légitimes. D'où le concept annexe de légitime défense,
afin d'éviter d'utiliser cette force de manière abusive. Vous serez d'accord que vous prendre un coup de matraque lors d'un simple contrôle d'identité n'est pas légitime, même si le ton monte. Mais nous y reviendrons. Cependant, pouvoir agir fortement et rapidement face à un individu ou à un groupe qui s'avère dangereux pour d'autres personnes, comme lors d'un braquage ou d'une prise d'otage, alors seuls ceux habilités par l'État peuvent faire usage d'une violence pour laquelle ils sont formés et pour laquelle ils sont équipés et protégés des conséquences par la loi. Notons d'ailleurs que lorsqu'il s'agit de combattre le crime organisé, qu'il soit dans les rues ou dans les institutions, les agents peinent à s'imposer par manque de temps, d'effectifs et d'équipements. Par contre, concernant la gestion des foules durant les conflits sociaux, les équipements pleuvent, littéralement, souvent même sur les manifestants. Une autre facette du pouvoir est donc de favoriser ses agents lorsque le sommet est en danger et de lésiner sur les moyens lorsque la base est en danger. L'essentiel est que vous ayez compris que le monopole de la violence légitime est l'un des fondamentaux de la définition de l'État et qu'il ne peut pas être un prétexte à des exactions envers les personnes, surtout lorsque cette violence vise des personnes ne représentant aucune menace sérieuse et s'avère donc devenir une violence illégitime. Maintenant que nous avons vu quel est le rôle de la police, nous allons nous concentrer sur ses missions au quotidien. Si les policiers peuvent utiliser la force, en réalité ils ne le font que très rarement. À dire vrai, plusieurs études sociologiques menées sur le terrain ont démontré que le travail de policier est surtout composé de patrouilles, d'interventions sur des petits délits et d'administration à base d'interrogatoires et d'établissement de procès-verbaux. Une réalité bien éloignée de l'image action que l'on pourrait s'en faire à travers certains reportages, romans, films ou séries télé. Toutefois, le métier de policier est couvert par l'incertitude. Comme l'écrit Jacques de Maillard, une patrouille ennuyeuse peut être interrompue par une menace soudaine et imprévue. Les agents de police exercent un pouvoir certain sur leurs concitoyens, car même si nous n'avons rien à nous reprocher, la plupart d'entre nous feront attention à leur attitude lorsqu'ils croiseront une patrouille à pied ou en véhicule, car la police a ce pouvoir d'interrompre le cours du déroulement de votre vie, et vous devez légalement vous y soumettre. Contrairement à des bénévoles de X associations humanitaires qui vous alpagueraient avec toute la gentillesse du monde pour vous expliquer à quel point votre générosité est importante, les policiers, eux, vous n'êtes pas en mesure de les ignorer. En tout cas, selon la loi. Toujours selon les études et l'article de Jacques de Maillard, il existe au sein de certaines catégories de la population un niveau de défiance élevé envers la police. Plusieurs critères se combinent. Âge, genre, lieu d'habitation, origine sociale et origine ethnique. Ainsi, les jeunes hommes issus de l'immigration, vivant en zones urbaines sensibles, étant le profil le plus défiant envers les agents en uniforme. Mais cette défiance, toujours selon l'article, est alimentée par la logique d'action de la police elle-même, qui, en fonction des ministres qui les dirigent, peuvent adopter des tactiques plus ou moins coercitives, plus ou moins régulièrement. Comme le démontre Didier Fassin dans son livre « La force de l'ordre », édité en 2012, mais qui est également disponible sous format BD, il explique très bien comment les policiers se perçoivent face aux quartiers de la banlieue parisienne. L'auteur expose le quotidien d'agents en uniforme se prenant pour des cow-boys, arborant des insignes quasi militaires, arpentant les quartiers chauds à la nuit tombée, ces fameux territoires perdus de la République, d'après nos élus, à la recherche d'éventuels desperados qui auraient le malheur de ne pas être à son domicile. Vous me direz qu'il est tout à fait probable que des personnages peu recommandables puissent être appréhendés durant ces patrouilles, ce qui permettrait l'arrestation d'un dealer, de cambrioleurs, de trafiquants en tout genre. Mais comme le souligne l'enquête de Didier Fassin, souvent cela touche juste des jeunes gens, à peine majeurs, souhaitant passer un peu de temps dehors, à boire des bières en refaisant le monde. Un rituel commun à toute la jeunesse. Mais la jeunesse des banlieues voit parfois ce type de soirée se terminer au commissariat pour des motifs relativement fallacieux. Ajoutons à cela des profils de policiers eux aussi très défiants vis-à-vis de certaines populations, et vous engendrez un cercle vicieux qui anéantit la relation entre les gardiens de la paix et une partie de leurs concitoyens. Les politiques centrées sur l'interpellation et l'obtention de résultats chiffrés n'ont fait qu'aggraver la distance police-population. De plus, cela se traduit également par un malaise au sein même de l'institution policière, car les agents s'y sentent mal aimés, peu respectés et non soutenus.
Les policiers de la base ont le sentiment d'inutilité de leur action. Ils sont peu formés, en termes cognitifs et juridiques, pour gérer certaines situations graves, comme la lutte contre le crime organisé, les violences sexuelles, le cyberharcèlement, et ils ont l'impression de ne pas être soutenus par leur hiérarchie, soit lorsque l'un de ces agents se sent mal dans sa peau, soit lorsqu'une intervention s'est mal déroulée suite à une initiative nécessaire, mais malheureuse. Nous avons parlé du pouvoir de la police, parlons maintenant du pouvoir dans la police, et du paradoxe qui en résulte. Jacques de Maillard écrit que les organisations policières sont à la fois extrêmement hiérarchisées, avec une multiplicité de niveaux, mais sont foncièrement dépendantes de ce que font les agents de base. Selon une telle interprétation, les exécutants sont à l'origine des initiatives cruciales, parce qu'ils font face à l'imprévu, alors que la hiérarchie exerce pour l'essentiel de la planification et du commandement. Ainsi, l'autonomie des agents de base, pourtant nécessaire à l'accomplissement correct de leur mission dans un cadre juridique, n'est pas reconnue par la hiérarchie, qui fait en sorte de brider leurs agents au maximum, afin d'éviter la fameuse bavure, mais entraînant une profusion de règles destinées à protéger l'institution et ses cadres, plutôt que ses agents sur le terrain. L'article conclut par ce paradoxe. Les réformes au sein de la police paraissent interminables, car d'un côté, les agents ont l'impression de vivre dans un état de réforme permanente, où ils doivent absorber des changements successifs et contradictoires. Et de l'autre, les réformateurs peinent à porter leurs projets de changement dans une organisation où les points de veto sont légion. Un exemple aujourd'hui connu de tous est la fameuse obligation pour les agents de porter le RIO, un numéro permettant de les identifier, et que très peu d'agents sur le terrain acceptent de porter. Un refus qui, pour une fois, semble soutenu par la hiérarchie. Tout comme nous avons grandi avec l'idée que la police a pour mission d'arrêter les méchants, avec ce goût d'amère déception que l'expérience de la vie d'adulte nous offre, nous avons grandi avec l'idée qu'il fallait obéir aux policiers. Mais en ayant écouté les chapitres précédents, on comprend qu'en fonction de vos diverses rencontres avec les forces de l'ordre, vous serez amené à perdre le légitime respect au fur et à mesure de vos rencontres avec les gardiens de la paix. De manière générale, c'est l'ensemble des institutions de la République qui semblent perdre en autorité envers les populations. Ce qu'un auteur comme François Dubé analyse dans son livre « Le déclin de l'institution » et qui participe à la perte de lien social entre le citoyen et la société, que démontre également Myriam Revaud-Dallon dans son Esprit du macronisme dont nous avons déjà parlé dans un épisode précédent. Abonnez-vous. Ce que François Dubé met en exergue, c'est que la police, comme l'hôpital, l'école ou la justice, ne parviennent plus à opposer une autorité de fait, une autorité héritée de la tradition, une autorité dont j'ai déjà évoqué les incarnations possibles, également dans un épisode précédent. Abonnez-vous à Éminence Grise, vraiment, je vous y enjoins. Ainsi, parmi les sources de l'autorité, des études anglo-saxonnes tendent à montrer que l'obéissance à l'autorité est davantage consentie quand elle est considérée comme légitime. Nous avons plus de facilité à croire en la police quand elle arrête les voleurs, tous les voleurs. Nous avons foi en la justice d'un pays quand il condamne les voleurs, tous les voleurs. Et vous et moi savons pertinemment de quoi il en retourne. La petite délinquance n'est pas plus inquiétée, car les cellules sont surchargées. Et la grande délinquance, au fond, a-t-elle une réelle existence? D'après les journalistes, auteurs d'enquêtes, associations et magistrats, oui. Mais d'après nos dirigeants, plus de policiers, plus d'agents. Voici leur seul et unique argument. Mais vous l'aurez remarqué, il n'en est jamais question d'évoquer celle de la légitimité. Il m'arrive de temps en temps de partager une pensée avec ceux qui m'écoutent, me soutiennent, celles et ceux qui forment cette éminente communauté. Et récemment, je leur ai écrit ceci. Les flics de la base, Bravem, BAC, CRS, agents de terrain, sont des prolos qui sont dirigés par des bourgeois, commissaires, préfets et ministres. Ainsi, durant ce mouvement social provoqué par la réforme des retraites en 2023, ce sont bel et bien des travailleurs qui fracassent d'autres travailleurs, alors qu'ils vont tous perdre le même combat. Que pensez-vous de ce point de vue?
Ici, je partage leurs réponses, celles de citoyens comme vous et moi, noyés dans les masses ténébreuses, mais quelque part éclairés par leur esprit. Kevs a écrit « C'est une bonne description de la situation, mais je rajouterai une nuance. Ils seront un peu moins perdants que les autres prolos, car dès qu'ils grogneront un peu, ils auront quelques miettes en plus et reprendront leur besogne. Mais malgré tout, pour la plupart, j'ai quand même du mal à leur en vouloir, parce qu'au même titre que le reste de la population, ils sont bloqués dans cette sorte de boucle du quotidien, à devoir subvenir aux besoins de leur foyer, et aussi parce qu'ils ne sont pas souvent récompensés quand ils font bien leur travail, à cause d'un système judiciaire défaillant, les flics de terrain courant très souvent après les mêmes, arrêtés mais relâchés très rapidement, voire même pas condamnés, ou alors mis sous bracelet. Julien a écrit « C'est ça, mais ils peuvent aussi désobéir à la police. Il suffit qu'ils manifestent aussi, et le peuple a gagné, puisqu'ils sont aussi le peuple. » Roro Blouche a écrit « Les travailleurs qui votent ont voté pour mettre les travailleurs policiers dans une situation impossible. Sociologiquement, les flics ne votent ni Macron ni Mélenchon. Il est trop facile de demander ensuite qu'ils désobéissent et démissionnent. Alors même que ceux qui le demandent sont souvent trop lâches pour le faire eux-mêmes. Ils n'ont même pas le courage de s'opposer en privé dans l'isoloir. Alors le faire en public ? Et je dis ça en adhérant clairement à la dénonciation des violences policières. Mais comme la démagogie me révulse, je n'en appelle pas à une révolte populaire menée par la police, quand c'est d'abord le peuple qui a renoncé lui-même à la révolte par son vote ou son non-vote. Coucou aux abstentionnistes qui ne voulaient pas légitimer le système et qui aujourd'hui se font écraser par le même système qui se fiche éperdument de leur légitimation. Enfin, Rigougnou a écrit « Je me dis que la violence est des deux côtés et que c'est une guerre de communication. Il y a donc une petite similitude entre la guerre en Ukraine et les tensions sociales en France. Les uns crient aux violences ou bavures policières, tandis que les autres se fatiguent à obéir à des ordres ineptes, sans pour autant cibler les vrais coupables de violence, Black Blocs et compagnie. Je suis un désespéré d'entendre beaucoup plus des gens accuser les policiers et rester presque muets à la vue de policiers blessés ou de voitures de police incendiées. D'ailleurs, certains se disent que ces derniers le méritaient. C'est affligeant tant c'est un comportement binaire, et comme le savoir c'est le pouvoir, il est bien plus facile de tomber dans le biais de confirmation que de tenter de prendre du recul. C'est peut-être en partie la faute du système éducatif, politique ou démographique. Mais il ne faut pas oublier que chacun de nous est responsable de la situation. Pas de liberté sans responsabilité. Et pas de responsabilité quand on accepte de troquer aux élites de plus en plus de liberté pour un peu de confort de court terme. Ayant la chance d'avoir des amis des deux côtés du miroir, je me dis que personne ne sortira gagnant et qu'il faudra bien un jour accepter de payer 40 ans de confort de vie à crédit. Salutations. Je conclurai ainsi. La police est une institution aussi nécessaire aux sociétés démocratiques que peuvent l'être les hôpitaux, les services de secours, l'éducation, la justice, les services liés à l'énergie, etc. Mais comme toute institution qui a pour finalité de servir la société, elle finit par servir le pouvoir, au détriment de sa population, et in fine, au détriment d'elle-même. Protéger et servir. Voilà sans doute l'un des plus beaux serments. Mais lorsque les gardiens de la paix se transforment en force de l'ordre, qui est protégé? Qui est servi? Qui réellement bénéficie de ce serment?